Berlin où ce camion a foncé sur la foule dans un marché de Noël très fréquenté à cette heure même tardive effectivement à Berlin puisque les Allemands s'y rendent même le soir à l'approche de Noël. On va y revenir. En attendant, on va s'arrêter sur ce conflit qui oppose les chauffeurs VTC et les plateformes comme Uber. Une grande journée de réunion ce lundi sous l'égide du secrétaire d'État au transport Alain Vidalies. Les chauffeurs, vous le savez, ont entamé leur mouvement jeudi dernier. Ils demandent une amélioration de leur rémunération mais aussi de leurs conditions sociales. Et on va en parler avec notre invité, c'est Grégoire Leclerc. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes président de l'Observatoire de l'ubérisation, co-auteur avec Denis Jacquet de Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien. Point d'interrogation, je précise évidemment. Merci de le préciser. Est-ce qu'on peut d'abord peut-être revenir aux sources de ce conflit entre ces chauffeurs VTC et les plateformes, notamment Uber? De quoi c'est parti au départ? C'est l'augmentation d'une commission, c'est là que tout a commencé? Alors en réalité, ce conflit il date d'avant. Il date d'il y a maintenant quelques mois, voire presque quelques années, où finalement un certain nombre de chauffeurs, et j'ai envie de préciser d'ailleurs un petit nombre de chauffeurs. Au départ un petit nombre? Au départ un petit nombre, finalement ont eu un certain nombre de récriminations contre la plateforme. Alors notamment le montant de la commission, qui passe effectivement de 20 à 25%, mais c'est très récent, ça fait une semaine que la commission a monté. Le prix de la course, qui lui avait baissé un petit peu, on s'en rappelle, lors du conflit contre les taxis à l'époque. Et finalement tout un ensemble de récriminations diverses. Oui, il y a aussi la facturation du temps d'attente, le choix du véhicule. Le choix du véhicule, l'organisation du travail, la façon d'aller rechercher ou pas un client sur l'appli. Donc il y a pas mal de petites choses qui sont une pomme de discorde entre quelques VTC et Uber, chauffeurs privés et les autres. L'un des gros points d'achoppement également, il me semble que c'est la question de la couverture sociale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les chauffeurs de VTC ne sont pas couverts, ils n'ont aucune couverture sociale de la part d'Uber notamment? Alors effectivement, aujourd'hui, les plateformes ne sont pas des employeurs de ces indépendants. Tous les VTC, quels qu'ils soient, ils sont 22 000 en France, sont indépendants et ils ont donc un régime juridique, alors auto-entrepreneurs ou sociétés anonymes, et ils protègent eux-mêmes. Ils se protègent eux-mêmes en cotisant un certain nombre de cotisations sociales, maladie, maternité, retraite, et c'est à eux d'assurer leur propre protection sociale. Et effectivement, jusqu'à la loi travail, qui a fait évoluer le texte en la matière, il n'y avait pas de protection sociale engagée par les plateformes pour le compte de leurs indépendants. Ce qui est d'ailleurs assez normal, puisque finalement, chacun est dans son coin, les indépendants travaillent de manière libre, et les plateformes leur donnent des missions à remplir qu'ils acceptent. Et des clients. Et des clients, qu'ils acceptent ou pas. Les chauffeurs sont aussi en colère contre le fait que ces plateformes puissent décider seules de leur désinscription. Est-ce que ça ne ressemble pas même à une forme de licenciement abusif, en tout cas très arbitraire? En fonction de quoi on les désinscrit? Pourquoi on les élimine du marché? Alors en fait, c'est pas tout à fait vrai, c'est un peu caricatural de dire ça. En fonction des plateformes, vous avez des règles de déréférencement de la plateforme. Effectivement, on les désinscrit. En fonction de quoi, par exemple? Alors, en fonction de quoi? Vous avez 4-5 critères classiques. Vous avez la note moyenne, puisque à chaque course vous êtes noté, mais d'ailleurs que ce soit sur Uber, sur chauffeur privé ou même sur une plateforme de graphiste ou une plateforme de service à domicile, le client vous note, la plateforme vous note, et ça donne une note moyenne qui, en fonction de son niveau, peut décider la plateforme d'examiner votre cas. Et en fonction de ça, la plateforme rassemble en général un petit groupe de personnes, dont d'ailleurs parfois des chauffeurs indépendants, pour savoir si vous êtes vraiment très mal noté et vous avez des appréciations très déplorables. D'accord, ça ne se fait pas tout de suite, quoi. Ça ne se fait pas automatique, c'est loin d'être le cas. Et la plupart des plateformes vont, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais vont vers une transparence très importante des critères qui pourraient permettre de déréférencer un indépendant affilié sur la plateforme. Alors on est allé interroger le porte-parole d'Uber France. Lui évidemment défend ses intérêts. Il nous parle de tous les avantages de sa plateforme. On l'écoute et puis on en parle juste après. Uber, c'est une entreprise qui est en France depuis 5 ans et qui a permis plus de mobilité. Aujourd'hui, c'est indéniable. On peut se déplacer plus facilement dans Paris et dans 10 villes en France et plus de travail. C'est aujourd'hui 22 000 chauffeurs VTC en France. Et le rapport Thévenoud, de la loi Thévenoud qui concernait le VTC, disait que si Paris voulait être au même niveau que New York ou Londres, il faudrait créer 68 000 postes de chauffeurs en plus. Donc là, on a 22 000 chauffeurs. Ces chauffeurs-là, ils travaillent et ils gagnent bien leur vie. Pour un temps plein de chauffeurs, c'était entre 1 300 et 1 600 euros par mois en fonction des charges qu'ils ont. Donc, pour un emploi non qualifié, accessible assez facilement, je voulais juger si c'est un revenu raisonnable ou pas. Alors revenons sur ces avantages qu'il décrit. C'est vrai, le service rendu, il faut admettre qu'on avait un problème avec les taxis, notamment dans la capitale, on avait du mal à en trouver. Ça, il faut en tenir compte quand même, il y a un service rendu par Uber et ses plateformes en général d'ailleurs. Quel que soit d'ailleurs le secteur, on parle de transport, de déménagement, de service à la personne, de gardiennage, d'enseignement,
les plateformes sont venues révolutionner, moderniser une façon de consommer le service. Pourquoi elles fonctionnent ? Parce que le consommateur les a plébiscités. C'est simple, on a tous un smartphone et on consomme aujourd'hui du service de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, ergonomique. On peut noter, on est un peu plus sûr qu'hier de la qualité de service qui va être rendue, on peut garantir la sécurité, il n'y a pas de travail au black, il n'y a pas de paiement en cash, parce que l'ensemble des transactions se passent par le téléphone. Ouais. Et donc tout ça, c'est des avantages qui effectivement ont convaincu le consommateur. Ça ne veut pas dire pour autant que parce qu'elles ont rempli un vide ou comblé une promesse que les taxis ne tenaient pas jusqu'alors. Qu'elles peuvent tout se permettre. Qu'elles peuvent tout se permettre. Évidemment. C'est là que ça demande de la régulation. C'est là qu'on a besoin de faire de la régulation. Alors, notre avis à nous, c'est que la régulation ne va pas se faire dans la rue. C'est pas parce que 200 VTC indépendants, qui d'ailleurs ne sont même pas conducteurs chez Uber aujourd'hui, font la grève pendant 4 jours, que ça va faire évoluer les règles. Mais eux vont dans la rue parce que ça tarde aussi. Il faut admettre que l'ubérisation n'est pas complètement nouvelle en France non plus. Et le législateur a un petit peu de mal à suivre cette évolution, cette modernisation de la société. Je ne veux pas défendre le législateur, mais il faut quand même reconnaître que, bon, c'est vrai, ça fait 3 ans, 4 ans maintenant qu'on en parle. On a même eu le temps de construire un observatoire et d'écrire un livre. Donc, je peux vous dire que ça a quand même un peu moment. Bon. Vous me donnez raison là. Oui, mais il est bon aussi de ne pas légiférer dans l'urgence. Qu'on prenne le temps de se poser des bonnes questions, de voir l'ampleur du phénomène, de regarder si secteur par secteur les choses sont les mêmes ou si elles sont différentes, de regarder comment on peut faire évoluer les choses et d'en écrire. Parce que des règles, on en a écrites. Dans la loi travail, la fameuse loi El Khomri, l'article 60 a créé pour la première fois en droit français une responsabilité sociale des plateformes. Aujourd'hui, Uber doit par exemple souscrire une assurance accident du travail. En revanche, revenons sur cette rémunération. Quand on entend le porte-parole d'Uber France nous dire, après tout, ils gagnent bien leur vie entre 1 300 et 1 500 euros par mois pour un temps plein. Un temps plein, c'est 15 heures par jour, 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7 ? C'est ça le 1 300 ou 1 500 Alors aujourd'hui, c'est difficile d'avoir les statistiques parce que peu d'indépendants pour l'instant répondent à nos enquêtes. On est sur 12 heures par jour. On est plutôt sur 6 jours sur 7, 7 jours sur 7, c'est quand même assez rare. Mais on est sur effectivement un travail qui est dense, qui est fatigant, qui est pressant, qui est stressant, qui peut être exigeant parce qu'il y a effectivement une attention en permanence à avoir. Encore une fois, oublions le mythe de l'ubérisation magnifique. On n'est pas en train de créer les jobs du siècle en mettant des gens dans des voitures ou sur des vélos. On est en train de sortir de la précarité des gens qui, jusqu'à présent, en général, 67% chez les chauffeurs VTC n'avaient pas d'emploi du tout. Ouais. On va y revenir. On va écouter le représentant d'une association qui a participé aux discussions aujourd'hui. Lui nous dit très clairement que c'est une situation qui est invivable. Les chauffeurs ne peuvent plus s'en sortir avec ces conditions actuelles. C'est clairement de l'esclavagisme moderne. Donc là, on est vraiment déterminé aujourd'hui pour pouvoir faire une sortie de crise simplement. La commission actuelle en fait sur Uber, elle est à 25%. Nous, ce qu'on demande, c'est une commission à 15%. Qui est tout à fait raisonnable et qui permet à Uber de gagner de l'argent, sachant qu'il y a d'autres plateformes françaises qui seront peut-être également présentes aujourd'hui, qui sont déjà à 15%. Donc ce qu'on demande, c'est pas impossible en fait, c'est déjà fait par d'autres plateformes. J'aimerais vous faire réagir à cela justement. Un prélèvement de 15% au lieu de 25%, c'est faisable? Uber ne meurt pas si sa commission baisse à ce point-là? En fait, je vais vous dire. Alors, le point intéressant déjà, c'est que M. Mamlouk là, ne conduit plus sur Uber depuis 14 mois. Il en parle, tant mieux pour lui, mais très globalement, il n'est pas très légitime pour en parler. Deuxième point. Si Uber passe à 15%, ça là-dessus, il faut être clair et net. Aujourd'hui, ils sont à 20%, ils ne sont pas rentables. Ils ne sont pas rentables aujourd'hui. Et on n'arrête pas de reprocher, je fais partie des premiers à le dire, ces entreprises-là veulent installer un nouveau modèle et elles ne sont même pas rentables. Donc qu'elles commencent par faire le ménage chez elles. Et très clairement, si Uber passe de 20 à 25, c'est parce qu'ils cherchent la rentabilité. Et d'ailleurs, partout dans le monde, sauf en France, la commission est déjà à 25%. Et chez chauffeur privé, elle est à 22%, chez le cab, elle est au-dessus, etc. Donc la plupart des plateformes, en réalité, sont déjà sur des niveaux de commission qui sont importants. J'ai envie de vous dire aussi que ce n'est pas à l'État de s'immiscer dans la relation commerciale qui existe entre les VTC d'un côté et les plateformes de l'autre. S'ils n'arrivent pas à s'entendre sur un niveau de commission, soit ils ne travaillent pas pour la plateforme, et la plateforme reverra sa commission à la baisse parce qu'elle aura besoin d'engranger des chauffeurs, soit certains seront très contents et resteront, et à ce moment-là, les mécontents iront sur des plateformes qui ont des commissions plus basses. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas vouloir réglementer ce point-là, qui est un pur droit, finalement, qui est un pur débat commercial et de business entre deux parties de commerce. Mais est-ce qu'on n'est pas dans un paradoxe terrible où justement ce sont des gens qui n'avaient pas d'emploi avant, qui en ont aujourd'hui grâce à Uber, mais qui aujourd'hui se retournent contre eux, leur employeur, et qui demandent des conditions salariales qui sont proches du statut de salarié et qui feraient mourir l'entreprise pour laquelle ils travaillent? C'est terrible. Vous avez parfaitement résumé la situation. On est un peu dans une espèce de cercle vertueux, vicieux, un peu inexplicable où
On a créé de la valeur et de la croissance, on a sorti des gens de la précarité, mais eux-mêmes se retrouvant dans des situations qui ne leur plaisent pas tout à fait. Et revendiquent des choses. Qui vont faire mourir tout le modèle qui les a fait vivre et surgir de cette précarité qui était la leur au préalable. Et comment on sort de ça ? Alors, comment on sort de ça ? D'abord, encore une fois, en ne légiférant pas trop vite, parce qu'il faut que les choses se calment. C'est pas ni dans la rue, ni dans les conflits comme aujourd'hui qu'on va trouver des solutions. Deuxièmement, je pense qu'il faut, comme on l'a fait dans la loi travail, continuer les discussions à tête reposée, de manière calme, tranquille, pour voir comment on peut améliorer la protection sociale, comment on peut travailler sur la mutuelle, travailler sur la retraite, travailler sur le partage de la valeur, notamment sur des actions qui seraient offertes aux meilleurs VTC, à ceux qui travaillent le plus et qui sont fidèles. Comment on fait pour engager les plateformes dans des actions logement, des actions de bonus, tout un tas de choses qui peuvent, à mon avis, aider largement le quotidien des indépendants, tout en préservant le modèle initial. Si on casse le modèle initial, comme vous dites très justement, soit les plateformes mourront, et là on aura tout perdu, soit elles partiront à l'étranger, pour celles qui sont françaises, il y en a 180 en France, et là on perdra et le dynamisme économique qu'on avait, et les emplois directs qu'elles ont créés, et la fiscalité qu'on peut gagner sur certaines. Oui, parce que la France est plutôt bien placée dans cette ubérisation. Alors, on n'en est pas au niveau des États-Unis ni du Royaume-Uni, mais on est quand même en avance par rapport à l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, par exemple. On est le troisième, on est dans le trio de tête mondial, et on est quasiment le deuxième. Vraiment à coup d'à coup. Ça a été facilité par quoi ? Comment on l'explique ? Les statuts d'auto-entrepreneur, notamment ? Premièrement, le statut d'auto-entrepreneur, qui est très clairement un levier formidable pour engager les gens à devenir indépendants et à prendre un peu leur talent en main. Deuxièmement, l'appétence très forte des Français pour la consommation collaborative. C'est quelque chose qui est plus qu'en Allemagne, en Espagne, plus que dans le monde entier. On a le plus haut ratio d'appétence de la population française pour ces sujets-là. C'est ce que j'appelle l'effet bon coin. On a été très habitués depuis déjà 10 ans à consommer des petites choses simples, etc. Il y a aussi l'effet post-crise où on gagne en pouvoir d'achat sur des petits services qu'on paye peu cher. Et ça, c'est très important, c'est un impact fort sur la consommation. Merci beaucoup Grégoire Leclerc d'avoir été notre invité ce soir et de nous avoir aidé à y voir un peu plus clair dans ce phénomène de l'ubérisation dont on parle beaucoup, mais auquel peu de gens comprennent quelque chose. Merci infiniment. Tout de suite, on retrouve Lucas Ajdela. On va revenir sur la situation à Berlin ce soir, Lucas. Effectivement, Berlin, où un camion a foncé dans la foule dans un marché de Noël très fréquenté de la capitale allemande, un marché de Noël situé dans l'ancien Berlin-Ouest. Il y aurait, selon un premier bilan fourni par la police sur Twitter, au moins 9 morts et plusieurs dizaines de blessés, dont certains grièvement. La police s'orienterait d'ores et déjà vers la piste d'un attentat. Le chauffeur du camion serait en fuite selon plusieurs médias allemands. Sur place, vous le voyez, les secours interviennent auprès des blessés. Ils sont donc plusieurs dizaines selon la police. C'est un mode opératoire qui rappelle évidemment l'attentat de Nice le 14 juillet dernier en France. On retrouvera évidemment dans quelques instants notre correspondante sur place, Hélène Cole, qui nous donnera les dernières précisions et les derniers éléments, alors que les informations tombent pour l'instant au compte-gouttes. Mais ce qui est sûr, c'est bien ce camion qui a fendu la foule dans ce marché extrêmement fréquenté de Berlin. Vous le voyez sur ces images en direct, ce camion qui a été immobilisé. On ne sait pas où est le chauffeur. Selon certains médias, il aurait pris la fuite. Il serait donc actuellement dans les rues de Berlin. On revient évidemment très largement sur cette information dans un instant avec notamment Hélène Cole, notre correspondante à Berlin, juste après la pub. À tout de suite. Pour les fêtes, les illico sont en pochette cadeau. FDJ. Bienvenue à Dragon City. Tu peux y construire et cultiver de la nourriture. Viens collectionner des centaines de dragons différents. Nourris-les et fais-les évoluer. Reproduis des dragons pour en créer de nouveaux. Participe à des combats épiques. Dragon City, où le fun n'est jamais loin. À télécharger gratuitement.